Un mois d'escapade dans la campagne française nous a convaincus que la bicyclette, c'est chouette. Que le contact avec la nature nous plaît, que les montées, c'est terrible, la pluie, c'est chiant, mais que l'air frais nous va bien au teint. Un an plus tard, c'est décidé, on part. Avec notre nouvelle maison dans les sacoches, nous jetons notre dévolu sur l'Inde. Entre juillet 2014 et janvier 2015, nous allons découvrir pendant 6 mois ce pays-continent que nous ne connaissons pas. Puissent Vishnu, Krishna, Ganesh et leurs copains apporter du grain à moudre à notre curiosité et de la variété à mes pinceaux. Installez-vous confortablement, nous vous emmenons en voyage. Des millions d'années avant notre ère, une vaste collision a secoué le monde. Un grand bloc de terre s'est heurté à l'Asie, donnant naissance à une chaîne de montagnes appelée Himalaya, la maison des neiges. Nous sommes tout au nord de l'Inde, à quelques dizaines de kilomètres du Tibet, dans une petite bourgade bouddhiste du nom de Leh. Dans ce village de haute montagne, les drapeaux de prière bouddhistes flottent au vent. Nous sommes dans le petit Tibet, mais pas encore véritablement en Inde. Jérémy se familiarise avec les lieux en dessinant, pendant que je laisse passer mon mal de l'altitude. Ces visages ne sont pas ceux de l'Inde, ils viennent d'ailleurs, de l'autre côté. Une chaîne de montagnes sépare bel et bien deux mondes, l'Inde et le reste de l'Asie. Il est temps pour nous d'enfourcher nos vélos, tout regonflés après leur voyage en soute. Mêlant enthousiasme et appréhension, le premier coup de pédale est donné. 1 an que nous en rêvons. Donc ça y est, on est dans l'Himalaya, on est parti de Leh depuis 2-3 jours, et ben ça monte. Voilà, on arrive à 3800 mètres, on sent vraiment la raréfaction de l'oxygène. On s'arrête tous les 100 mètres, tous les 200 mètres pour reprendre notre souffle. Physiquement, ça va bien, même si c'est dur. Ça fait un peu mal aux jambes, mais voilà. On est content d'y être, et c'est super beau. Et les lacs, c'est par là-bas. Nous quittons petit à petit les zones habitées et la route goudronnée pour quelques centaines de kilomètres de pistes. Et nous goûtons aux joies de la vie au grand air. Nous filtrons l'eau des rivières, faisons la lessive et la vaisselle, et campons sauvagement dans des petits coins de paradis. Nul signe de vie, ni d'homme, ni d'oiseau. Tout ce que l'homme aperçoit, aussi loin que porte la vue, est un désert de granit, une accumulation de roches. Nous sommes à plus de 4000 mètres d'altitude et nous pourrions penser qu'il faut se laisser couler jusqu'à la mer. Mais la muraille minérale se dresse devant nous sur 1000 km, la distance de Lille à Marseille. Super l'Himalaya! Ah oui, petit aparté, vous ne croyez tout de même pas que nous avons une équipe technique qui nous suit en camionnette et qui gère la prise d'image? Jérémy en a fait du rap de kilomètres. Les cuisses tétanisées par l'effort et les yeux piqués de sueur sont autant de stigmates qui témoignent des efforts consentis pour vaincre la montagne. Nous n'avalons presque rien, nos ventres sont atrophiés par l'effort. Après plusieurs jours de grimpe, c'est en larmes que nous arrivons en haut du col le plus haut, dont l'ascension fut terrible. Des larmes de douleur,
des larmes de fatigue, des larmes de délivrance, mais des larmes de joie aussi. On a tout donné pour en arriver là. Wouh! On est arrivé à 5000 mètres! Et on est mort! Oui! Mais nous l'avons fait, et il en reste 4 comme celui-ci. Plusieurs jours nous sont nécessaires pour rejoindre 2 cols. Nous parcourons péniblement mais joyeusement entre 30 et 50 km par jour. Ouverte seulement 3 mois dans l'année à cause de la neige, nous sommes sur la route carrossable la plus haute du monde, qui d'habitude dort sous 30 mètres de neige. Nous nous approvisionnons et nous dormons dans des dabas, campements dressés au bord de la route. Ils abritent les routiers qui vont et viennent depuis la Chine, les ouvriers qui travaillent sur les chantiers, et bien sûr les cyclo-voyageurs. À ce moment-là, comme à plein d'autres moments d'ailleurs, j'en pouvais plus. Alors j'ai passé à Jérémy mes sacoches, en échange de quelques massages le soir. En plus de saigner du nez, je suis à la limite de vomir. Si cela arrivait, cela voudrait dire que mon organisme aurait atteint sa limite d'acclimatation et que nous devrions redescendre d'urgence sous peine de risquer une embolie pulmonaire. Heureusement, on y est presque et le moral est bon. Un peu moins glorieux l'arrivée au 4e col, hein? Ce soir-là, la rencontre se fait à la lumière d'une bougie. Ils ne parlent ni anglais, ni hindi, mais avec des sourires et des gestes simples, nous parvenons à faire comprendre l'essentiel. Se nourrir et dormir. Dans l'intimité des yourtes, nous découvrons l'authenticité de la vie nomade. Celui des veillées, emmitouflés dans les pots de yak, assis autour du poêle autour duquel nous avons dormi. La préparation du thé, du pain. La traite du lait de chèvre qu'elle secoue longuement pour séparer la graisse. Préparer un tsampa, un yaourt tellement âpre qui nous brûle la gorge. La température chute autour de 0 la nuit et nous apprécions d'être réchauffés par un bol de farine d'orge diluée avec du thé au beurre. Nous ne comprenons pas bien ce que son mari veut nous dire, mais leurs sourires et les regards font que nous nous sentons bien. Leur fils, sa femme et leur bébé sont dans la yourte d'à côté, et les échanges joyeux que nous avons eus avec eux ne transparaissent pas dans ces vidéos. Durant la traversée, nous multiplions les belles rencontres. Les Ladakis en costume traditionnel défilent sous nos yeux pour le plus grand plaisir des pinceaux de Jérémy. Nous poursuivons notre ascension vers le dernier col. Cet ultime parcours du combattant n'est pas simple à négocier. Mais il faut croire que 3 semaines de montagne a aiguisé notre mental. C'est ce moment qu'a choisi un troupeau de yaks sauvages pour faire son apparition à l'horizon. Nous posons nos vélos dans l'herbe et avançons à pas feutrés, à contre-vent, le soleil dans le dos pour ne pas nous faire repérer vers le troupeau de peluches. « 17 000 mètres de dénivelé positif. Ça y est, on l'a fait. Un cri de joie se libère lorsque nous voyons devant nous 50 km de descente pure. Cette nouvelle vallée, ce versant incertain sur lequel ont été concentrées toutes nos pensées depuis des jours. Avec émotion, on se retourne vers cet Himalaya gigantesque pour lui dire au revoir.
Nous entrons dans le Pendjab, cette terre inondée du nord-ouest de l'Inde où poussent le riz, les moustaches et les bonnes manières. Après d'innombrables lacets, nous glissons vers la plaine. Soir après soir, la magie de l'hospitalité nous immerge dans la vie quotidienne de l'Inde. Dans chaque famille, même les plus modestes, l'accueil est exceptionnel. C'est surprenant comme certaines rencontres, avec ces hommes et ces femmes extraordinaires, nous marquent en très peu de temps. Une soirée peut suffire à tirer une larme lors des séparations du lendemain. Ces au revoir, qui veulent dire adieu, nous pincent le cœur. Pour les derniers efforts, les Indiens ont installé un remonte-pente somme toute très utile. Il faut juste arriver à négocier d'une seule main les trous sur la route, le bas-côté, et savoir lâcher à temps pour éviter la cascade. Bon, ça ne marche pas à tous les coups. Voilà, nous y sommes, dans ce qu'on pourrait appeler le continent indien, la vraie Inde. Nous inaugurons ici notre sonnette plus qu'utile dans ce pays de sourds. Le cri est pour l'urgence, les klaxons nous inondent. À essayer de nous faufiler entre les voitures, bus, motos, vaches, charrettes, rickshaws, passants, mendiants, et j'en passe. Ça a l'air d'être le bordel, chouette! Nous passons quelques nuits dans les Gurdwaras, temples qui respirent harmonie et tolérance. Il nous faudra se déchausser, se couvrir la tête, se laver les pieds dans un bassin, avant de pouvoir poser ses orteils sur le marbre immaculé. Chez Rajinder, Jérémy apprend les mystères de l'enturbanage, qui s'associe très bien à sa barbe grandissante. Et je ne peux bien évidemment pas résister à croquer le papa. Une célébration se prépare et nous sommes conviés aux réjouissances. C'est aussi l'occasion d'admirer les plus beaux saris du pays. Cette tenue traditionnelle haute en couleurs réjouit mes pinceaux. Allégés de 9 kilos de bagages renvoyés en France, nous prenons notre vitesse de croisière, entre 50 et 100 km par jour. Les Indiens, des vrais papardis. En gentleman, ils demandent d'abord l'autorisation à l'homme avant de venir me parler. Nous coupons à travers les rizières inondées par la mousson qui s'était abattue lorsque nous étions au perché. Nous découvrons la plaine enchanteresse, enceinte de vie, belle et radieuse, gorgée de chlorophylle. En direction du Rajasthan, les parcelles de riz et de piments se succèdent inlassablement sur des milliers de kilomètres carrés. L'irrigation est partout. Un orage tonitruant éclate le matin, le dernier de l'année. Mais celui-ci n'emporte pas dans sa fougue notre volonté de pédaler. Nous sommes à l'orée du Rajasthan, ce territoire frontalier avec le Pakistan. Toujours cap au sud, à l'aube d'un nouveau territoire à découvrir. La chaîne de l'hospitalité nous dépose chez Rajat, perle d'or dans le collier des rencontres. Nous n'avons hélas pas de vidéo de cette semaine merveilleuse passée dans sa famille. Proche de notre culture occidentale et maîtrisant parfaitement l'anglais, nous pouvons aborder de nombreux sujets complexes par nos oreilles d'étrangers, comme la condition des femmes, l'immense majorité des mariages arrangés, l'inégalité inacceptable du système des castes, le travail intolérable des enfants. Autant de sujets qui ne peuvent qu'être survolés dans ce film, mais qui font partie intégrante de notre expérience indienne. Les curieux pourront aller faire un tour sur notre site internet, où l'on a plus développé ces sujets.
Nous sommes à quelques kilomètres du Pakistan, au cœur du désert du Thar. Ce jour-là, il fait 42 degrés et nous avons bu 12 litres d'eau à 2 dans la journée. Dans ces régions désertiques, le vent de face est terrible. La chaleur l'est tout autant. Sur la route, des dromadaires tirent des charrettes de nomades Banjara, les probables ancêtres des gitans. Ces commerçants itinérants transportent graines, sel et fourrage du Pendjab jusqu'au sud de la péninsule. Les hommes sont en tête, les femmes et les enfants à l'intérieur, chargés de tous leurs biens. 3 générations se balancent doucement au rythme des pas du dromadaire. Comme partout, les Rajasthanis sont très accueillants et curieux. Sans anglais ni hindi, on se débrouille avec des gestes simples pour se faire comprendre. Une crevaison au bord de la route alors que le jour décline, et nous voilà invités dans une famille musulmane. La magie du voyage à vélo, c'est cela. Susciter la curiosité et provoquer les rencontres. Des amitiés d'un soir avec les habitants croisés sur la route. Nous montons la tente sous 1000 yeux ébahis et, le temps d'une nuit, nous appartenons au village. Véritable sésame, nous touchons ce que l'Inde a de plus beau, de plus fort. Les femmes et les hommes qui nous accueillent comme les leurs. Les croyances, les castes et les traditions de ces tribus sont uniques en leur genre et varient d'un village à l'autre. La présence de femmes et d'enfants est pour nous gage de confort et de sécurité. Et la garantie de faire des rencontres, bien sûr. Le fait que nous soyons un couple doit les rassurer aussi. Le sourire qui illumine leur visage exprime toute la joie de notre visite. Et en quelques minutes, nous sommes adoptés. Les rencontres sont riches en enseignements de toutes sortes. Malgré les différences de culture, chaque rencontre est une bouffée d'oxygène. Je me suis sentie vraiment proche d'elles. Nous partageons ensemble les joies et les peines, les leurs comme les nôtres. Les rencontres sont hélas éphémères, mais se suffisent à elles-mêmes. Pour faire connaissance, nous avons apporté des photos de nos familles. Que de fou rire lorsque dans une langue qui nous est inconnue, ils remarquent la ressemblance avec nos parents, frères et sœurs. Aussi indispensable que les rustines, les photos de famille, je vous le dis. Nous découvrons la joie, mais aussi la rigueur d'une vie pastorale, où les tâches sont clairement définies entre les sexes et les générations. Nous apprenons comment sont fabriqués le beurre, la crème et les chapatis, ces délicieuses galettes cuites au tandoor que nous mangerons partout en Inde. La religion et ses rituels font partie intégrante de la vie quotidienne. Hindouisme, jainisme, sikhisme, islamisme, syncrétisme. Tous ces ismes expliquent le fondement de ce qui est plus qu'une croyance, un véritable mode de vie. En route, nous visitons des sites historiques fabuleux qui nous plongent dans l'histoire. L'héritage raffiné des envahisseurs mongols du XVIe siècle, la démesure des palais des Maharajas d'antan, le raffinement des temples jaïns, cette religion monothéiste qui n'existe qu'ici dans le monde. Mais ce n'est qu'après plusieurs nouvelles journées, sur la longue route ancestrale des caravanes qui allait de l'Inde à la Perse, que le Rajasthan nous livre son plus beau joyau. Jaisalmer. Tel un mirage, la merveilleuse cité d'or apparaît. Ses façades rayonnantes renferment en son cœur les fameux Haveli. Tout en dentelle de pierre, ces maisons sont celles de riches marchands qui jadis ont fait fortune sur la route des épices et de la soie entre l'Indus et l'Asie centrale.
Pour mon plus grand plaisir, nous goûtons à 1001 saveurs qui nous rappellent le Moyen-Orient. À tous les coins de rue, nous trouvons des boui-boui qui vendent du pan. Ces feuilles de bétel garnies de trucs sucrés au goût de dentifrice. Quand on commande, il faut bien préciser pan pour enfants. Sinon, ils le font avec un mélange de tabac, de piment, et là, ça devient tout autre chose. C'est dans les hauteurs de la ville que nous rencontrons Surayam, joueur de Ravanata, un instrument typique de la région. Il ne faut pas longtemps pour que la soirée se prolonge chez lui, en compagnie de sa femme Antra et de leurs 6 enfants. Le dessin est beaucoup moins intrusif qu'un appareil photo et permet de rentrer plus profondément dans le cœur des gens. Les personnes dessinées comprennent ainsi que nous sommes véritablement intéressés par eux et leur pays, curieux de leurs coutumes, de les rencontrer autrement qu'en braquant un appareil photo. Nous passons nos dernières dunes et sortons de ce conte des 1001 nuits, toujours en direction du sud. Terre d'origine de Gandhi, péninsule coincée entre la mer d'Arabie et l'immense désert du Thar, le Gujarat est une envoûtante symphonie de sel et de sable. Nous sommes dans le Gujarat, à une 50aine de kilomètres du Pakistan. 2 mois jour pour jour que nous avons commencé ce voyage. Nous venons de quitter le Rajasthan et nous retrouvons le désert de sel. La vision est surréaliste. De part et d'autre de la route, le paysage se mue en une plaine aride, puis en croûte de sel cristallisée à perte de vue. Le fameux désert blanc, immaculée conception de la nature. Le soir, nous participons à Navratri, fête hindoue célébrée avec une danse traditionnelle appelée Garba. Pendant une bonne demi-heure, les hommes dansent en cercle, faisant cogner leurs baguettes contre celles des autres danseurs. Puis c'est au tour des femmes de se déhancher, montrant leur belle tenue aux hommes qui les regardent. Amateurs de danse et de musique traditionnelle européenne, nous ne résistons pas à notre tour de leur montrer quelques pas de bourrée d'Auvergne. Nous parcourons jusqu'à 100 km par jour, au rythme des discussions improvisées et de notre lecteur MP3 dans les oreilles. Les journées sont ponctuées par quelques siestes, les lessives et les douches en plein air dans les bassins mis à disposition des routiers, et les nuits dans les dabas, ces restaurants de bord de route pour camionneurs munis de couchettes au grand air. Depuis 2 mois, nous avons mélangé à notre eau filtrée de plus en plus d'eau locale, ce qui fait que maintenant, nous buvons la même eau que les Indiens. Il nous en coûtera durant tout le voyage, à peine un vomi et une diarrhée chacun. Honorable.
Comme l'hindi, pour nous autres Français, c'est du chinois. À chaque repas, nous montrons un papier écrit dans la langue locale mentionnant que nous voulons manger n'importe quoi de végétarien sans piment. Mais quoi qu'on fasse, il nous sera presque impossible de manger non pimenté. Aujourd'hui, je teste la tartine de piment. C'est pimenté. C'est pimenté. Vous l'aurez compris, ce voyage ne manque pas de piquant. Parlons-en de la gastronomie indienne. De quoi peuvent bien se nourrir deux cyclopèdes en errance dans cette terre si hospitalière? Comme 80% des Indiens, nous sommes végétariens. Et l'aliment de base, c'est le dal, une soupe de lentilles. Le dal à l'indienne, on couille, on malaxe et on mange. On en mange tous les jours. Ce plat pourrait paraître monotone, mais il se cuisine de 10 000 manières. Parfois sucré dans le Gujarat, au lait de coco dans le sud. Il se mange souvent avec des chapatis, galettes que nous rompons de la main droite pour s'en servir de cuillère et saisir la nourriture. Des îlots baignés d'azur, des rivages sculptés par la mousson et l'histoire. Une page de l'Inde au parfum d'encens, héritière de l'extraordinaire et méconnue romance entre l'Asie, l'Afrique et l'Arabie. Nous vous avions laissé sur une nationale. Rien n'a changé depuis plusieurs jours, sauf que des palmiers sont apparus. La mer d'Arabie est à portée de roue. Mais revenons à nos dromadaires, ou plutôt à nos camions, car à l'approche de la côte, le trafic s'intensifie. Enfin, dirons-nous, car après 3500 km, nous commencions à nous demander si le fameux BIP, bordel indien permanent, était un mythe. La voilà, l'Inde qui vit, l'Inde qui baigne dans son jus, l'Inde qui, parfois, nous exaspère. Nous nous instruisons de son histoire, ses origines, ses veines, ses racines. L'arrivée dans Bombay est terrible. Nous n'en finissons plus d'arriver dans Bombay. Voilà 2 jours que nous arrivons dans Bombay. Nous renouons avec un univers que nous avions quitté depuis longtemps, celui des embouteillages, des bretelles d'autoroute et des pots d'échappement. Le problème est un peu comparable au système de caste. Plus t'es gros, plus les autres doivent se bouger à ton approche, dans un amalgame complètement improbable de bus, rickshaws, voitures, taxis, vélos, charrettes, piétons, le tout dans un tintamarre de klaxons assez assourdissant. Autant dire que les vélos sont tout en bas de la hiérarchie. Ce volume permanent nous use, nous excite, nous fatigue, nous rend dingue. Plus question de planter la tente, nous nous réfugions dans de petits hôtels. Loin de se laisser vaincre par notre tentative de sommeil, l'Inde est toujours là. Elle se rapproche, elle s'impose, se gonfle d'une terrible existence sonore. Bombay, c'est aussi les décharges à ciel ouvert. Les rues sont jonchées de papier, de plastique, de légumes pourris et de bousses de vache. Sous la chaleur, nous sommes assaillis de couleurs, d'odeurs, bonnes et mauvaises, de regards pénétrants, le tout dans un marasme inqualifiable qui se mélange au bruit. Nous y voyons les premiers bidonvilles. Avant le voyage, nous savions que nous serions confrontés à une misère importante. Nous n'étions donc pas étonnés de voir toutes ces familles entassées sous les ponts. Mais contrairement aux idées reçues, les mains tendues en quête d'argent sont très rares. Au lieu de ça, certaines nous invitent tout naturellement à boire le thé, sans gêne ni honte, comme si la précarité de leur situation était tellement intégrée dans la vie de ces millions de personnes qu'elle en était devenue normale. Nous échappons à l'asphyxie en prenant les petites routes côtières direction Goa. Vous remarquerez qu'au passage, j'ai changé de chemise, ayant usé l'ancienne jusqu'à la corde. Incontestablement,
le vélo est un merveilleux compagnon de route. Grâce à lui, nous pouvons traverser cet immense pays en à peine 6 mois. Il est suffisamment lent pour s'imprégner de la beauté du monde et sans moteur, qui rend tellement facile le défilement de paysages qu'on n'y prête même plus attention. Il faut simplement accepter de voir moins de choses en plus de temps. Moins, mais mieux. Prendre le temps de sentir une odeur, de percevoir un sourire, d'échanger des regards. Nous traversons les villages pittoresques du bord de mer. Voyons les marins réparer leurs filets, comme le faisait le père de leur père, pendant que leurs femmes répètent ces gestes séculaires transmis de génération en génération. Nous observons le rituel du séchage des poissons, savourons l'ambiance des marchés, respirons les saveurs locales qui jalonnent notre route. Incontestablement, nous avons changé d'Inde, une fois de plus. Le climat est différent du nord, la chaleur est humide, tropicale. Elle n'épargne personne. Une fois le camp installé sur la plage, nous tombons dans nos duvets. L'Inde nous emprisonne de sa nuit colossale, interrompue par quelques chiens qui batifolent sous la lumière de la lune. Peut-on traverser l'Inde sans s'interroger sur le système de caste ? Système qui fait qu'aujourd'hui, tout comme hier, la société indienne ne ressemble à aucune autre. Comment ne pas être choqué par cette hiérarchie divine qui nous semble être à l'origine de tant d'inégalités ? En Inde, les hommes naissent inégaux en droit. C'est ainsi. Le système des castes est légalement révolu en Inde. Mais il persiste de façon officieuse et divise la société en 4 groupes distincts. Il est palpable et se fait sentir à tous les niveaux. Dans les restaurants, la rue, dans les hôtels et sur les routes. Ce n'est pas la volonté de l'homme, mais un ordre divin issu de l'hindouisme auquel les Indiens croient profondément. Il n'est pas question pour nous d'y voir un patrimoine culturel. L'absence de droits de l'homme naît du castéisme et donc de l'hindouisme. C'est un système social qui empoisonne des hommes sous couvert d'un ordre divin. L'hindouisme nous paraît être une religion dure, inégalitaire et très individualiste. Elle définit les devoirs de chacun vis-à-vis de Dieu, une sorte de contrat personnel de caste avec un soi-disant ordre universel. Ce qui doit arriver arrivera, chacun pour soi. Nous méritons ce que nous avons. La grande question n'est pas tant celle des castes, nous semble-t-il, mais celle des exclus du système, les fameux intouchables. Ils représentent environ 20% de la population. Ils accomplissent les tâches impures, balayeurs, éboueurs, cordonniers. Ils manipulent les dépouilles d'animaux morts. Ils sont depuis des siècles les damnés de la terre, les parias. Ils sont maltraités et méprisés par les hindous dits de haute caste. L'idée de se révolter, de vouloir changer de caste, n'a pour eux aucun sens. Ils subissent, acceptent l'inacceptable, en espérant être réincarnés dans une vie meilleure. Une fois de plus, la misère en ville nous semble insupportable. Le respect, voire la pitié pour plus faible que soi n'existe pas. On l'opprime, on l'écrase. C'est là tout le paradoxe de l'Inde, qui nous bouscule jusqu'au plus profond de notre être. Si vous voulez savoir comment qu'on fait pour traverser la jungle indienne à moitié nu sur un vélo, ou encore quels sont les dommages collatéraux d'un repas de riz trop épicé à l'eau croupie, si vous vous demandez si on a pédalé 5000 km pour rien ou pas grand-chose, et si nous sommes en pleine remise en cause existentielle de « mais qu'est-ce qu'on fait là ?» agrémenté d'un refus de coopérer avec les autorités sanitaires « non, on ne se lavera pas les pieds », ce nouveau chapitre est pour vous. Des plages de sable fin, des vagues douces, des paillotes en palme, des cocotiers qui ondulent doucement dans le vent tiède et qui nous délivrent leurs fruits gorgés de lait sucré, libérés à coups de machette. Santé!
La chair du fruit est ensuite récupérée avec un bout d'écorce. Passé la plaine, nous faisons comme les colons anglais et prenons de la hauteur pour nous rafraîchir au cœur du pays, dans les montagnes du Karnataka, et pour fuir les moustiques aussi. Nous découvrons l'Inde de la fraîcheur, fini la poussière et le parfum de la bouse de vache. Voici les senteurs végétales des forêts, l'air vivifiant des collines couvertes de plantations de thé, la mousse des vieilles pierres. Ça va Nathalie? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire pipi avec mon pisse debout. Ah, le fameux pisse debout, l'accessoire indispensable de toute cyclo-voyageuse qui se respecte. Vous rigolez, mais c'est vachement pratique dans un pays où derrière chaque arbre, il y a un Indien. Et là, je rince. Ça, c'est la solution. Il nous faut plusieurs jours de grimpette pour gagner le point culminant, Outi. Des fougères tapissent les pieds de ces immenses eucalyptus dont la cime se perd dans un brouillard mystique. Les plantations de thé façonnent le paysage à perte de vue. Il fait gris, ce qui n'est pas super pour les images, mais croyez-nous, la pluie réveille les odeurs et c'est un délice que de se promener dans cette nature gorgée de chlorophylle et de fraîcheur. Mais le plus haut col nous attend. L'ascension est terrible. Nous grimpons à un rythme modeste, mais d'une seule traite. Que nos cuisses nous pardonnent. Nous mettons notre seuil de résistance à la douleur à rude épreuve. Invisible, le sommet joue avec nos nerfs. À chaque fois que nous croyons l'atteindre, une nouvelle dépression apparaît dans le halo de notre vision, limitée à une portée d'arbre. Nous arrivons à la nuit tombée. Heureusement, on se plonge dans la beauté et la grandeur du paysage comme dans un livre ouvert. Un spectacle encore plus grandiose nous attend le lendemain. Derrière la barre rocheuse, c'est la jungle. Nous sommes seuls sur la route, ce qui est assez rare en Inde, vous commencez à l'avoir compris. Et nous suivons l'unique route qui se faufile dans ce parc naturel, loin de la civilisation. L'oreille à l'affût, les yeux qui scrutent, on guette le moindre bruit, la moindre feuille qui bouge, en bas, en haut. Tous nos sens sont en alerte. De l'autre côté de la barrière naturelle, un nouvel espace protégé nous ouvre les bras. La faune sauvage abonde à quelques mètres de nous. Plus en profondeur dans la réserve, des crottes d'éléphants jalonnent la route. Le vélo permet d'arriver discrètement. À petits pas, ils ne semblent pas être dérangés. Ils nous sentent, ils savent que nous sommes là. Nous profitons intensément de leur présence, partagée entre le plaisir de la rencontre et la peur viscérale de l'animal sauvage. Mais la faune n'est pas toujours amicale, et avec certains animaux, nous préférons garder nos distances. Nous descendons en une journée ce que nous avons mis une semaine à monter. Nous taillons la montagne sous le regard amusé de quelques singes avant de regagner la plaine et la civilisation. Coimbatore, c'est par là? Non, il s'en tape. Les maladies sont courantes et exposées aux yeux de tous. Nous ne voulons pas dresser un portrait idyllique de l'Inde.
Nous l'avons vécue comme une source permanente d'éblouissement, mais aussi de consternation. Quand nous pensons l'avoir comprise, elle nous désarçonne de plus belle. Nous vivons toutes les émotions en une journée. Frustration, malaise, et en même temps frisson de joie et exaltation. L'Inde est parfois difficile à supporter. L'Inde se voyage comme elle se vit, frénétiquement. Nous enchaînons les villes, impossible de planter la tente des jours durant. On se réfugie dans des guest houses miteuses, on ferme la porte, laissant l'Inde derrière elle. Voici le genre de petit hôtel où nous passons nos nuits. Petit tour du propriétaire. La lumière est celle des tubes fluorescents. Il n'y a pas d'aération et les pales du ventilateur brassent de l'air chaud, renfermé et humide. À vous, spectateurs qui avez l'image sans les odeurs, nous regrettons de ne pouvoir partager avec vous le délicieux fumet typiquement indien qui se dégage de ces toilettes. Nous cherchons l'endroit le plus calme pour manger et se reposer. Et en quelques minutes, le festin, c'est nous. On nous dévore des yeux. Dans cette culture si différente de la nôtre, nous devons parfois reconsidérer nos espaces intimes. Depuis le début du voyage, nous constatons très vite qu'en public, il n'existe pas de regard socialement correct pour les Indiens. Chaque pause est stratégique. Nous devons veiller en ville à ne pas créer d'embouteillage aux intersections. Ils sont juste curieux. Parfois, l'absence d'interaction malgré nos namasté et hello nous perturbe un peu, mais ce n'est que l'expression de... On ne sait pas exactement, mais en tout cas ici, c'est normal. On s'y habitue. Alors que le froid de décembre tient apparemment fermement l'Europe, ici, c'est évidemment l'inverse, car le thermomètre dépasse tous les jours les 40 degrés. Pendant que nous descendons tranquillement la côte jusqu'au cap Comorin, notre objectif initial. La fin est proche, l'aventure est en péril. Plus que jamais, notre carburant pour arriver en bas est notre détermination, la force humaine et la force mentale. Ici encore, la nature est insolente de beauté et les habitants toujours bienveillants à notre égard. En voyage, on se laisse toucher par toutes les sensations qui nous entourent. Le toucher, le ressenti, la chaleur accablante, le vacarme d'une ville, c'est ce que j'essaye de faire émaner de mes dessins. Tous ces collages, ça me permet de revenir avec de vrais petits bouts d'Inde dans mes dessins. Le pays est si grand que l'Inde du Sud est bien différente de sa sœur du Nord. Après 5 mois d'ivresse indienne, cela nous redonne du courage pour continuer jusqu'en bas et oublier l'usure ressentie des derniers jours. Une fois de plus, le vélo confirme qu'il est le compagnon idéal pour tous les voyageurs qui recherchent une immersion authentique et tout en douceur. Aller à Bénarès, c'est rentrer dans l'âme de l'Inde. Une civilisation se construit autour d'un fleuve, toujours. Le remonter, c'est comme caresser sa peau, plonger dans ses veines, aller jusqu'au cœur. C'est sur les berges du Gange que la ferveur religieuse nous a été le plus palpable. Combien de moines, de sadhus, d'ascètes et de pèlerins ont défilé ici depuis des siècles sur les berges du sol sacré ? Fleuve sacré, fleuve sacrément dégueulasse, oui. Aucun microbe qui se respecte ne saurait vivre dans une eau pareille. Une des eaux les plus polluées du monde. Le sacré, le pur et l'impur sont omniprésents dans le quotidien des Indiens. C'est dans cet esprit de pureté que la mort par crémation, et donc la réincarnation, est recherchée. Les cadavres sont en train de brûler sur le bûcher, face au fleuve sacré, et des chiens rôdent attirés par l'odeur de la chair calcinée. La famille attend la combustion pour le jeter dans le Gange.
Nous sommes témoins de tellement de choses que nos certitudes ne semblent plus exister. D'où vient ce sentiment d'étrangeté que nous ne parvenons toujours pas à expliquer, au point de vivre ce sentiment de déréalisation? On ne revient pas indemne d'un voyage en Inde, et encore moins de Bénarès. En Inde, on trouve même des arbres à assiettes. Et là, vous vous dites que c'est super facile de faire des vidéos pour raconter ses vacances. Voyez plutôt en coulisses. En Inde, on trouve même des arbres à... Oh, l'oiseau! En arbre... Et oui, dans le Kerala, les plats sont servis sur des feuilles de bananier. Nos rudiments d'hindi et d'anglais, les langues de la capitale à plusieurs milliers de kilomètres au nord, ne nous sont d'aucun secours ici. Nous communiquons essentiellement par gestes, et ce n'est parfois pas simple. Les panneaux ne sont pas plus coopératifs. Nous sillonnons donc sans carte, à la boussole, les terres du Kerala, le long des fameux backwaters, immenses et célèbres réseaux de canaux et de lagunes. Ces entrelacs de rivières s'étirent sur des centaines de kilomètres au sein d'une luxuriante végétation tropicale. Le long des cours d'eau, sinueux, nous pénétrons en profondeur dans le pays, à travers des villages qui ne sont accessibles qu'à pied ou en bateau. On se retrouve donc rapidement dans des cul-de-sac. Nous empruntons plusieurs fois par jour les barques des habitants, seul moyen de transport à des kilomètres à la ronde. Dans toute l'Inde, et particulièrement dans le sud, les hommes portent le lungi, sorte de grosse couche culotte pliée traditionnellement en guise de short. On est presque au bout. Il reste combien de kilomètres? Il reste 100 km et on est au Cap Sud, au Cap Comorin. On voulait partir avec nos instruments de musique, mais faute de place, on n'a pas pu. Alors on compose, on chante, en attendant de pouvoir les jouer au retour. Cette vidéo est la dernière du voyage. Notre caméra rend l'âme exactement à cet endroit. Merci l'ami d'avoir tenu le coup jusqu'à ces ultimes secondes, après 6 mois de bons et loyaux services. Voilà 163 jours que nous parcourons le pays à la force des mollets, et enfin, dans un ultime effort, le bout de la route apparaît. Ironie du sort, le soir même, c'est l'appareil photo qui rend l'âme. L'ultime photo étant ce petit selfie pour la postérité, où symboliquement, nous avons porté nos vélos sur le dernier caillou de la dernière plage du dernier village du point le plus bas du sud de l'Inde, au Cap Comorin, là où l'océan Indien, la baie du Bengale et la mer d'Arabie se rencontrent. On se retourne, la larme à l'œil, vers cette Inde qui nous a accueillis, nourris, logés, embrassés, comme le ferait une mère. Le voyage n'a ainsi pas été une parenthèse, mais un tremplin vers une nouvelle vie qui nous ressemble un peu plus. L'Inde nous a remplis, plus que nécessaire, et nous avons besoin de digérer tout cela parmi les nôtres,
dans un pays où l'on fait pipi dans de l'eau potable. Quand on nous demande s'il y aura d'autres voyages, la réponse est évidente. Nous dédions ce film à toutes celles et ceux qui, sur la route, nous ont offert leur sourire, nous ont ouvert la porte de leur foyer et de leur cœur. À Michel, qui a passé des heures pour sauvegarder nos vidéos, ainsi qu'à toutes les personnes nombreuses qui ont apporté leur soutien de quelque manière que ce soit à ce voyage. nous vous remercions du fond du cœur d'avoir pris place sur notre porte-bagages. Nous vous souhaitons bon vent. De dos, bien sûr. सागे चालू पण तुम्हारे सागे बात मत करजे धोड़ी धोड़ी टीबरी पे टाटी भी बांधाला हरिया भरिया खेता की रुखाड़ी ने चलाला ऊंटड़ा पे कूची मांडो चलो झटके काकड़ी मतीरा खासे खूब डटके काकड़ी मतीरा खासे खूब डटके आंधी बाजे हर बाजे ग्वायरियो लहरियो उड़ जासी थारो उड़ जासी घाघरियो अजी थे तो बावला हो रहा मैं तने कितनी बढ़िया बात बताई है मारवाड़ में आंधी बाजे हर बाजे बायरियो लहरियो उड़ जासी थारो उड़ जासी घाघरियो ऊंटड़ा की मोरी पछे कुण पकड़े काला काला बादला में बिजली चमके काला काला बादला में बिजली चमके